Allez, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc, si vous me recevez, merci de confirmer. Oui, bonsoir, Monsieur Badou. Oui, ça va très bien. On espère de même chez vous. Monsieur Kassoum, comment vous allez? Oui, Monsieur Badou, je vais très bien et on espère de même chez vous. Oui, ça va bien. Bonne heureuse année à vous. Euh, voilà, merci beaucoup à vous pareillement. Voilà, beaucoup de santé et surtout beaucoup de succès, Euh, voilà, dans nos différentes am- activités. Amin, amin, amin. C'est que Merci. la paix revienne au pays. Surtout ça, surtout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Maïga. Ouais, bonsoir, monsieur Wado. Comment Nous vous allez? retrouvons ceci. Oui, ça va. Oui, chez vous. Oui, ça va, on s'accroche. Ah, Dieu Merci. merci. Monsieur Florent Bonsoir. Zongo. Est-ce que monsieur Florent Zongo nous reçoit? En attendant, monsieur Zakaria Barry. Bonsoir à vous, comment vous allez? Oui, bonsoir, Monsieur Bado. Ça va bien? Bien, merci, ça va. Alors, il est 20h05. Il est 20h05 à ma montre. Je vois que nous ne sommes que 5 personnes connectées. Donc, en attendant, on pourra discuter. S'il y a des questions, allez-y. En attendant que les autres nous prennent en marche, que d'ici 20h10, on puisse démarrer. Avant ça, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu ou encore de façon générale? Déjà que nous tirons, voilà, à la fin. Monsieur Kassoum, à votre niveau, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, Monsieur Barry, Monsieur Zongo, Monsieur Maïga. Oui, bonsoir, Monsieur Badou. Et bonsoir, Monsieur Kassoum. Ok, moi, mon inquiétude s'est trouvée au niveau comment dirais-je, au niveau du forage. Allez-y. Euh, Si j'ai bien compris le cours passé, vous avez dit que quand, par exemple, vous êtes euh, par exemple, vous êtes sur un site et que, par exemple, il y a l'entreprise, il y a une entreprise, par exemple, qui doit intervenir, voilà, sur votre site, voilà, comme il doit venir pour faire un fourrage, par exemple. La question que moi, toi en tant que HSE, et si l'entreprise là maintenant doit venir aussi avec son HSE, par exemple, maintenant, je ne sais pas, quand vous allez les deux HSE vont comment dirais-je, vont s'écraser maintenant. Peut-être ils ont leur méthode de faire et que toi aussi tu as ta méthode. Bon, c'est la même chose, c'est le même, voilà, c'est la même vision en fait. Mais si maintenant les visions sont un peu, je ne sais pas comment dire, est-ce qu'il faut laisser l'HSC qui est venu avec l'entreprise là prendre le contrôle, faire comme ils veulent? Toi, tu te mets à l'écart ou bien il faut travailler avec ce dernier là? Bon, c'est là-bas un peu mon inquiétude quoi. Comment il faut coordonner ça en fait? C'est ça. Merci, Monsieur Kassoum. C'est une très, très bonne question. Voilà. Déjà, c'est des choses qui arrivent très, très fréquemment en entreprise. Voilà. Surtout quand il y a la coactivité. Donc, bonsoir, Monsieur Fataou. Bonne arrivée à vous. Bonsoir, monsieur Bado, et bonsoir à tout le monde. Merci. D'accord. Alors, donc, pour revenir à la question de Monsieur Kassoum, c'est-à-dire, je suis HSE. Voilà, Monsieur Kassoum a son entreprise ou encore il est à la mine. Et moi, mon entreprise de forage, pour le besoin d'une prestation, l'entreprise de Monsieur Kassoum demande à ce que moi, mon entreprise de forage, vienne exécuter des travaux. Et donc, moi, je suis HSE de mon entreprise, sauf que je viens travailler sur le site de Monsieur Kassoum, dont Monsieur Kassoum est l'HSE. Alors déjà, comment ça se passe? Déjà, vous, déjà en tant que HSE de l'entreprise qui accueille, vous avez déjà vos procédures.
Donc, normalement, c'est sous-entendu que vous avez déjà mis en place tout ce qui est comme protocole sécurité. C'est-à-dire avec tout ce qu'on a vu, l'induction, l'identification des risques, la minute de sécurité, vos procédures en termes donc de l'analyse des tâches critiques, les différents permis que vous avez déjà mis en place. En tout cas, tous vos standards sont déjà là. Et donc, quand l'entreprise, le prestataire arrive, ils vont passer par l'induction. Voilà, ils vont passer par l'induction. Là, vous allez leur présenter vos procédures internes qui sont là. Et déjà qu'ils sont sur votre site, vous êtes responsable de leur sécurité à eux. Même de l'HSE, vous êtes responsable de leur sécurité. Parce que la réglementation, elle est claire. Le propriétaire ou le détenteur de l'activité professionnelle est responsable de tous les risques donc, que cette activité-là procure. Donc, si un prestataire vient sur votre site, s'il y a un problème, c'est vous qui assumez. Donc, c'est à vous déjà de pouvoir mettre tout à leur disposition. Voici nos standards. Maintenant, c'est à eux de travailler selon vos standards. Ça, c'est la première chose. Maintenant, comment la collaboration se fera en HSE? Déjà, vous avez les mêmes attributions. Votre attribution, déjà, c'est de protéger l'ensemble des travailleurs. Vous, en tant que structure ou HSE de la structure accueillante, c'est de protéger le prestataire pour que l'activité du prestataire se fasse, un, dans le respect de vos procédures et à un deuxième niveau pour que, au sortir de cette activité, les puissent rentrer chez eux sains et saufs. Par contre, le HSE du prestataire, lui, son rôle sera de s'assurer que pendant l'exécution de leurs tâches, rien ne se passe et que tout se fasse de façon sécuritaire selon vous, vos procédures. Donc, vous avez à peu près les mêmes objectifs, sauf que pour vous, vous êtes plus responsable d'eux. Et donc, comment ça se fait généralement? Quand c'est comme cela, vous discutez avec le HSE, vous mettez toutes vos dispositions, tout ce qui est comme protocole sécurité, tout ce qui est comme vos standards dans leurs mains. Ah, voici ce que nous on attend de vous. C'est comme si vous êtes le patron. Même si c'est un HSE, dans la mesure où il est sur votre site, il est obligé de pouvoir respecter vos procédures. Donc, comment ça va se faire? Déjà, vous allez lui dire, bon, ici, on a un modèle, on a un fichier unique de rapport. Voilà, donc je vais vous soumettre le rapport. Après la première rencontre d'entrée, vous allez les expliquer ici, voici nos différentes procédures. Déjà, toutes les nouvelles personnes qui vont arriver sur votre site doivent passer par l'induction. Voilà, donc ils doivent vous rendre compte. Ensuite, ils doivent vous fournir des rapports peut-être chaque semaine, chaque mois. Tout dépend de ce que vous aviez comme procédure en interne. Ensuite, si vous allez leur soumettre, par exemple, une liste de cadres de sécurité, parce que en entreprise, généralement, si vous êtes dans une entreprise qui a vraiment assez de standards, qui appartient à un groupe qui est soumis déjà à tout ce qui est comme réglementation normative, c'est-à-dire par rapport aux normes, la 9001, la 45001, il y a l'information documentée qui est propre à l'entreprise. Donc, on oblige chaque entreprise à pouvoir produire elle-même son information documentée et d'intégrer toutes les modifications. Donc, c'est comme si dans ces endroits, quand vous arrivez, même si ils ont le même support partout, mais quand vous arrivez, eux, ils ont les canevas pour pouvoir façonner leur support. Par exemple, la liste de présence, vous allez voir ailleurs, c'est le même contenu, mais les entreprises, par exemple, qui sont certifiées, ils ont leur modèle de conception avec les différentes versions en ajoutant donc tout ce qui est comme modification. Ça, c'est la norme qui demande ça. Donc, vous allez mettre tout ça à leur disposition. Voici les listes. Voici le support que vous allez prendre pour faire les listes de présence, la menu de sécurité. Voici comment ça doit se tenir. Voici les retours que nous, on veut par rapport au site, la déclaration des incidents, des accidents. Donc, eux, ils doivent vous rendre compte. Donc, le HSE du prestataire, il est obligé de pouvoir vous rendre compte sur votre site. Maintenant, c'est à vous de lui fournir tout ce que vous voulez comme retour d'information. Et ensuite, maintenant, pendant certaines activités, vous-même, vous serez là en tant qu'observateur pour observer. Maintenant, dans cette manière aussi, il faut que chacun, ça dépend de chacun. Parce que souvent, ça arrive, il y a cette difficulté-là où il y a la coactivité, ça devient comme en fait un air de concurrence, où l'autre HSE veut montrer à l'autre qu'il connaît. Et donc, quand c'est comme cela, par exemple, le prestataire, le HSE, par exemple, de la structure accueillante vient, il voit, par exemple, des non-conformités directement, il veut humilier même le HSE. Et quand c'est comme ça, ça laisse à désirer. Donc, c'est de façon générale que j'ai expliqué. Maintenant, dans la manière, on a entre humains, il faut laisser chacun à son champ de pouvoir mieux s'exprimer. Quand c'est comme ça permet donc de renforcer même la crédibilité même de leur HSE. Donc, souvent, même s'il y a des problèmes,
vous pouvez intervenir, mais vous n'avez pas respect, par exemple, la chercheuse ici, vous allez lui parler à l'oreille, ah, voici ce que tu dois corriger, voici. Ça, c'est interdit, ça, c'est ça. Il faut arrêter immédiatement. Maintenant, c'est quand vous lui faites des reproches et que ça continue, que vous-même, vous avez l'obligation de prendre position parce que vous ne voulez pas qu'il y ait des accidents sur votre site. Donc, Monsieur Kassoum, voici un peu comment ça se passe. Voilà, voici un peu. Ah, ok, ok. Ah, merci beaucoup, Monsieur Bado, pour l'explication. Voilà, je crois que j'ai compris. J'ai eu ma réponse. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, il est 20h14. Monsieur Kara, bonsoir à vous. Comment vous allez sur le site? J'espère que tout se passe bien. Monsieur Mamadi également. Oui, bonsoir, Monsieur Bado. Sur le terrain, ça va, tout le monde se porte bien. Et chez vous, là-bas. Et bonsoir aussi à chers participants. Et bonsoir, Monsieur. Monsieur Barry, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur Bado. Je suis dans un endroit un peu bruyant. Donc, j'espère que vous OK. m'entendez un peu. Oui, on vous entend, OK. on vous entend. Oui, excusez-moi, là, je vais revenir sur le dynamitage, forage et dynamitage, là. La dernière fois, Allez-y. bon, la fin m'a un peu échappé. C'est ça, Voilà, puisqu'on est au-delà de 22 heures. c'est ça. Voilà, donc je voulais juste demander si est-ce que vous avez des exemples de cas d'accidents qui sont arrivés au moment des dynamitages ou même au moment des forages qu'on peut peut-être exploiter lors d'un PSA aussi pour plus renforcer la sensibilisation au niveau de ces topics pareils. C'est ça. Donc déjà, pour le forage dynamitage, comme exemple d'accident ou d'incident qui arrive fréquemment, déjà c'est, comment je vais dire ça, le manque là, de vigilance qui entraîne beaucoup donc, d'accidents majeurs. Dans le forage, déjà, on sait que le forage, c'est très risqué. Donc, ce qui arrive très fréquemment, ce sont les chutes. Parce que généralement, on va prendre des aides-foreurs. Et ces aides-foreurs-là, n'ont pas vraiment la notion donc, du risque. Et quand ils n'ont pas la notion donc, du risque, très fréquemment, ils montent sur les cyclones. Et souvent, s'ils sont dans un environnement boueux, parce que le fait donc de forer à une certaine profondeur, l'eau commence à sortir. Donc, l'environnement donc, devient tellement glissant. Donc, on a très fréquemment donc, de trébuchements. Voilà, le reste, ce qui reste souvent, c'est les pincements. Les pincements donc, de doigts par le trépan. Ça peut couper, ça peut casser même les os. C'est des choses qui arrivent très fréquemment. Par contre, pour le dynamitage, une fois que toutes les procédures sont connues et respectées, généralement, il n'y a pas de problème. Le seul problème qui peut arriver, c'est quand, par exemple, il y a un manque de vigilance. Parce que avant de dynamiter, la procédure, elle est connue de tout le monde. Et à la dernière minute, par exemple, vous voyez un homme, par exemple, qui de nulle part et qui veut rentrer ou encore à votre insu, il se trouve déjà sur le champ, euh, sur le périmètre qui servira donc à pouvoir donc dynamiter. Parce que la plupart de ces environnements sont des environnements très élargis, très dégagés. Donc, si par exemple, vous allez voir que par exemple le site n'est pas couvert, généralement dans les carrières, ça arrive fréquemment dans les pays côtiers où les gens sont beaucoup plus, ils aiment beaucoup plus faire la chasse, où ils vont courir par exemple derrière des animaux et arriver à un moment, ils rentrent dans la carrière sans que la carrière même ne soit délimitée. D'ici, ils vont savoir peut-être ils sont sur le champ manque de dynamitage et ils peuvent être exposés. Sinon, le reste, à part ça, quand même, on arrive donc à mieux maîtriser. Souvent aussi, c'est les engins, par exemple, lorsque voilà, les procédures vraiment ne sont pas respectées. Donc, en matière de dynamitage, les, les risques vraiment sont courants, mais quand même, on arrive mieux à les contrôler parce que quand on parle d'explosion, quand même, tout le monde fait attention. Donc, voici un peu. OK, merci, monsieur Bado. Merci bien. Merci. Madame Soulama, bonsoir à vous. D'accord, donc il est 20h18. En attendant, on peut commencer. Voilà, on peut commencer. Donc aujourd'hui, nous allons discuter. Donc, j'ai une main élevée. Allez-y, monsieur Mahamadi.
Bonsoir, Monsieur Bado, bonsoir à tous les participants. Il y a des derniers Bon, temps, ma santé était un peu bizarre. Et là, je n'ai pas pu suivre tous les cours. Mais maintenant, Alhamdulillah, il y a de mieux. Dieu merci. Je vais vous donner quelques éclaircissements au niveau du forage, là. OK. Dans notre site, on a su un cas que la même air forêt, là, on s'est amputé une doigt. Donc, par manque de Allez-y, monsieur Mamadi. vigilance, le robot était fixe, sans pivot, ce qui ne pivote pas. Pas C'est les ça. précipitations, les nombres de pétasses. Donc, c'était ça. Merci. C'est ça. Merci, monsieur Mamadi. Voilà, pour des exemples à chaud, voilà, qui relèvent même des difficultés du terrain. C'est des choses qui arrivent très, très fréquemment. Merci, monsieur Mamadi. Madame Soulama avait son micro ouvert. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Bado. Ça, madame Soulama, comment vous allez? Ça va bien et chez vous? Ça va très, très bien. Bonne heureuse année à vous. Merci bien. Voilà, beaucoup de Merci. Que Dieu santé, bénisse beaucoup l'année pour de vous. succès et la paix dans le pays. Merci, merci. Et Merci. beaucoup de Donc, courage à vous. merci beaucoup. Alors, donc, déjà, pour ceux qui suivent le programme, normalement, on doit voir le cours sur la rédaction donc, du curriculum vitae. Donc, initialement, avec ceux qui suivent en présentiel, on a fait une modification pour M. Nikema, donc, qui souhaitait donc dispenser le cours. Donc, en ligne aussi, ça sera comme ça, il y aura un bouleversement par rapport au programme. Mais de toute façon, on va travailler toujours donc à pouvoir respecter l'échéancier. Aussi, en janvier, généralement pour les programmes en ligne, il y a beaucoup de réaménagements qui sont faits. Voilà, il y a beaucoup de réaménagements. Et quand vous allez regarder les cas, nous sommes quand même en retard par rapport à ceux qui suivent en présentiel. Donc, peut-être à la fin, nous allons vraiment discuter, voir dans quelle mesure on pourra mieux rattraper. Tout va dépendre bien évidemment de vous, parce qu'on a connu quelques modifications donc, sur le programme. Voilà, donc si tout le monde consent, on pourra peut-être rattraper un cours, soit en fonction donc d'une date, voilà, au moins 2 cours, 3 cours dans la semaine. Ça va nous permettre déjà de rattraper un peu, voilà, ceux qui suivent en présentiel. C'est ce qui fait que souvent, après les cours en présentiel, on a des difficultés même à pouvoir partager les supports. Donc, à la fin de ce module, on pourra mieux en discuter. Et donc aujourd'hui, on va discuter donc de la manutention manuelle du levage et de la manutention mécanique. On va suivre une petite vidéo et rediscuter par la suite. D'accord, donc petite vidéo, voilà. D'après vous, qu'est-ce qu'on comprend donc au sortir de cette vidéo? Qu'est-ce qu'on
Qu'est-ce que cette vidéo-là, voilà, veut nous faire comprendre? Ouais, proposition. Monsieur Barry. Oui, ce que moi j'ai compris, c'est que la première action, c'est que lorsque la charge est trop lourde, il faut utiliser un moyen de transport, un moyen mécanique pour pouvoir soulever. Parce qu'on a vu que quand il est en train de prendre la première charge, elle est lourde et que il fallait utiliser un moyen mécanique pour pouvoir soulever. Et la deuxième action, c'est que bon, il faut limiter l'exposition. Voilà. Donc, il était exposé et ensuite il s'est fait remplacer. Souvent, aussi, il faut limiter l'exposition pour diminuer les douleurs ou bien l'exposition du travailleur. C'est ce que j'ai compris. Merci, Monsieur Barry. Merci. Autre proposition? Allez-y. Une main levée, allez-y. Monsieur Fatao. Voilà, au niveau du truc, la première action, bon, on a constaté que bon, le travail n'est pas adapté à l'homme. Or, pourtant, on avait vu avant qu'il faut adapter le travail à l'homme. Et c'est même chose pour la deuxième action. Voilà, on avait vu que bon, il y avait un chariot à côté que le gars pouvait tout simplement prendre et puis bon, faire ses mouvements sans problème. On a vu qu'il avait préféré prendre, soulever les sacs comme ça et puis bon, c'est que je sais pas trop. D'accord. Merci, Monsieur Fatao. Donc, déjà, au sorti de cette vidéo, voilà, c'est ce qu'on retient. Voilà. Ici, déjà, on veut nous faire comprendre l'importance vraiment de connaître les risques donc liés à la manutention, qu'elle soit manuelle ou mécanique. Et le plus important ici de cette vidéo, déjà, on nous montre que l'homme finit par s'instincter. Voilà, on a, pour l'activité professionnelle déjà qui nous engage, on a notre corps, qui est notre premier capital de base. Donc, si on arrive à instincter ce capital-là, naturellement, on arrive à s'exposer comme ils l'ont dit. Et si on arrive aussi à s'exposer, demain, ce corps-là ne pourra plus nous servir d'atout pour pouvoir vaquer donc à notre occupation professionnelle. Et donc, comme on l'a vu précédemment, pour cette formation, naturellement, il y a un plan. Donc, on verra les objectifs et tout ce qui donc va avec. Alors, l'objectif, ça sera naturellement de sensibiliser les participants aux risques liés, un, à la manutention manuelle et deux, à la manutention mécanique. Leur permettre d'identifier le danger déjà qu'est la manutention manuelle et même mécanique. Ensuite, les différents dangers qu'on peut rencontrer même dans la manutention mécanique afin d'adopter les gestes et les postures adéquates et d'utiliser en toute sécurité les équipements de levage afin de prévenir les accidents, afin toujours, comme pour objectif final, de protéger la santé donc, de nos travailleurs. Donc, en somme, d'après vous, quand on parle de manutention, qu'est-ce que c'est? La manutention, c'est quoi? Quand on parle de manutention, qu'est-ce que c'est? Oui, allez-y. Monsieur Mahamadi, allez-y. Est-ce que Monsieur Mahamadi nous reçoit? Allez-y. Est-ce que Monsieur Mahamadi nous reçoit? Sinon, un autre volontaire en attendant. La manutention, qu'est-ce que c'est? Oui, oui, bonsoir, Monsieur Bado. Allez-y, Monsieur Kassoum. Bon, une réponse sans vraiment conviction. La manutention, pour moi, Oui. il s'agit de faire un tri. Par Un exemple, tri. vous avez oui, vous avez euh, genre, vous avez je sais pas comment dirais-je, des objets, Des par objets. exemple, et que vous devez trier, par exemple, mettre le bon à côté et ceux qui ne sont pas Ouais. utilisables,
aussi des côtés. D'un autre côté. Bon, c'est en tout cas ce que je comprends un peu. C'est ça. Merci, Monsieur Kasso. Merci. Allez-y, Monsieur Fataou. Bon, selon moi, manutention, bon, selon moi, ça vient, il y a un mot, on appelle un mot qui veut manier dedans, manier qui veut dire aussi mettre un objet à service. Merci. OK. Monsieur Barry, allez-y. Oui, pour moi, la manutention, c'est la force que on exerce pour pouvoir soulever une charge ou bien pour pouvoir mettre la charge à une certaine position. La charge à une certaine position. Merci, Ce Monsieur soit la force Barry. qu'on exerce pour pouvoir soulever. De ça. Donc, la force qu'on va exercer pour pouvoir soulever donc une charge. Monsieur Ouedraogo avait le micro ouvert. Et c'est pour Oui, intervenir. bonsoir, monsieur Bado. Ça. Alors, pour moi, la manutention, c'est l'ensemble des opérations qui consistent à déplacer ou à soulever une charge. Merci, Monsieur Ouedraogo. Alors déjà, pourquoi nous avons décidé donc d'intégrer donc cette formation-là? C'est toujours pour contribuer donc à la même objectif et laquelle c'est d'augmenter ou encore de renforcer même la compétence technique de tous les formés. Parce que la manutention aujourd'hui au sortir de ce cours, ça nous permettra déjà d'avoir une vue à 360 degrés donc sur ce qu'on appelle la manutention. On finira par comprendre que la manutention, ce n'est pas seulement l'action donc de lever. Parce que lorsqu'on se focalise seulement sur le levage, on oublie beaucoup de choses. Et donc, c'est dans la définition complète même de ce qu'est la manutention qu'on arrive vraiment à pouvoir mieux analyser nos différents risques afin de mieux proposer donc des mesures qui pourront en tout cas se répartir donc sur tout l'ensemble donc, du périmètre même opérationnel donc, de l'eau. Et donc, la manutention, qu'elle soit manuelle ou mécanisée, c'est-à-dire manuelle par l'aide donc de la main ou mécanisée par l'aide donc d'un engin, c'est une activité qu'on fait tous les jours, que ce soit à la maison ou que ce soit dans le milieu professionnel. Elle consiste à quoi? À déplacer, à porter, à soulever, à tirer ou pousser une charge. Donc, on finit par comprendre que quand on parle de manutention, ce n'est plus seulement soulever, ce n'est plus seulement faire le levage, mais c'est l'action de déplacer, de porter, de soulever ou même de tirer donc une charge. Donc, à travers cette définition, on arrive à comprendre qu'attention, nous tous, nous sommes acteurs même de cette manutention, que ce soit à la maison, que ce soit sur le lieu de travail et partout d'ailleurs. Parce que tous, autant que nous sommes, nous déplaçons quelquefois des objets. Nous portons des objets, nous soulevons des objets et nous tirons donc des objets. Donc, bien que ces gestes puissent paraître plus simples ou même anodins, ils sont à l'origine donc de nombreux cas donc d'accidents, qu'elles soient graves et même encore même des maladies professionnelles sur le lieu de travail. Mais comme cette formation déjà se veut être dans un cas, s'exercer dans un cadre professionnel, donc on sera dans un cadre professionnel parce qu'on a vu tout ce qui est comme enjeu lié quoi, au risque lié donc quoi, au risque présent sur le lieu de travail. Parce que ça va entraîner quoi? Beaucoup d'arrêts sur le lieu de travail. Derrière les accidents, il y aura forcément donc des réparations qui vont nécessiter donc des coûts financiers et c'est ce qu'on veut donc éviter. Donc, lorsqu'on arrive déjà à comprendre ce qu'est la manutention, qu'elle soit manuelle ou mécanique, on arrive à identifier, à compléter donc notre palette d'identification donc des risques sur tout l'ensemble donc du site pour le bien donc des travailleurs, afin de mieux lutter même contre les maladies professionnelles et les accidents donc de travail. Alors donc la manutention manuelle à l'aide donc de la main, qu'est-ce que c'est? C'est toute opération de transport ou de soutien d'une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exigent l'effort physique d'une ou de plusieurs personnes. Donc, lorsqu'on va parler de manutention manuelle, on doit solliciter notre physique, on doit solliciter donc notre corps. Et qui dit solliciter son corps, ça signifie que ce corps-là donc peut s'épuiser.
ce corps aussi donc, peut être exposé à des risques donc, de blessures. Sachant que nous, en tant qu'HS, on doit travailler à pouvoir maintenir la santé, la sécurité donc, de notre travailleurs. Dans ce cas de figure-là, la manutention donc, devient un objet autour de laquelle donc, on doit mettre beaucoup donc, d'actions afin donc, de contrôler donc, quoi, son activité. Et donc, qu'est-ce que la réglementation dit en matière donc, de manutention? La réglementation nous dit toujours, en s'appuyant sur les principes de prévention qui nous disent quoi? De tenir compte de l'évolution de la science, mais en même temps que de faire quoi? De remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux. Parce que si le but, c'est protéger l'homme, ça signifie qu'on doit éviter de trop solliciter l'homme. Donc, si on a cette possibilité-là d'avoir des équipements, des outils qui vont nous permettre de porter, de soulever, de déplacer ou encore de lever une charge, allons donc vers cette alternative moins dangereuse. Mais si on sait que sur le site, ce n'est pas évident, même à la maison, ce n'est pas évident, dans ce cas de figure, la réglementation donc, vient encadrer donc, la limitation. Et donc, pour les hommes, vous allez voir de 16 ans à 17 ans, la charge maximale est limitée à 20 kg. Et donc, à partir de 18 ans, 35 kg. Par contre, au niveau des femmes, de 16 à 17 ans, c'est 10 kg. Et à partir de 18 ans, c'est 25 kg comme charge maximale. Alors, donc la réglementation, elle est beaucoup plus restrictive et rentre beaucoup plus donc, en profondeur en interdisant aux hommes direct était coupé. Hein. Donc, je ne sais pas si vous me recevez. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, moi je vous reçois en tout cas 5 sur 5. Ah, donc vous recevez. OK. On revient là-dessus. Et donc, par contre, vous allez voir donc pour ce type d'athlètes-là, il y a les conditions sanitaires ou encore de la médecine qui encadrent donc leur alimentation, qui les autorisent. Donc, raison pour laquelle on dit, lorsque elle est décrétée donc par la médecine donc, du travail, il n'y a pas de problème. Sinon, si ces charges sont supérieures à 105 kg, il faut déjà former donc le personnel au déplacement même des gestes et postures et mettre à leur disposition donc les équipements donc qu'il faut. Par contre, on va observer que la réglementation française, qui est AFNOR par exemple, chez nous on a ABNOM, en France c'est AFNOR, elle est beaucoup plus restrictive par rapport à ce qu'on voyait. Elle a des limites qui viennent beaucoup plus donc, vous allez voir que de 15 à 18 ans, la charge maximale est à 15 kg, de 18 à 45 ans, 30 kg. Ensuite, de 45 à 65 ans, 20 kg. Ça, c'est bon. Et pour les femmes, de 15 à 18 ans, on a 12 kg. De 18 à 45 ans, on a 15 kg. Et de 40 tout simplement, ce sont les études qui ont été faites pour voir dans quelle mesure, en fonction de l'âge et en fonction donc, du sexe, notre corps a cette capacité-là donc de pouvoir encaisser donc les charges. Et donc, en limitant à une
valeur donc beaucoup plus préventive sur cette base-là que donc ces chiffres-là donc ont été donc les blessures au travail sont causées par les activités donc de manutention manuelle et le dos est la partie donc du corps le plus touché. Vous convenez avec moi que en tant que jeune ou même vieux encore, vous allez voir qu'on a beaucoup de difficultés même à rester peut-être abaissé. Tout simplement parce que ce soit dans la jeunesse ou avec les différentes manutentions qu'on a fait dans le passé, on a vraiment beaucoup de difficultés donc, à pouvoir donc, exercer avec notre colonne vertébrale. Et donc, c'est dû à tout ce qui précède. Donc, et ça provoque quoi? Des élongations, des entorses, des hernies, des blessures et même des fractures. Mais lorsqu'on reste circonscrit toujours dans l'environnement de travail, on sait que tous ces éléments-là auront forcément donc, des répercussions sur l'entreprise. Que ce soit des accidents, naturellement, s'il y a accident avec arrêt, ça signifie qu'il n'y aura plus de travail pour cet individu-là. Et s'il ne travaille plus, on a un manque à gagner. Si ce sont des maladies professionnelles également, ça aura aussi un impact aussi sur la productivité. Et donc, ça va entraîner souvent l'absentéisme de la personne parce que s'il doit aller fréquemment à l'hôpital. Donc, tout ça mis en œuvre, ça aura toujours un coût donc, sur la productivité de l'entreprise. La raison pour laquelle, que ce soit une manutention manuelle ou même mécanique, il faut qu'en tant qu'HSE, mettre un ensemble donc, d'éléments afin donc, de pouvoir encadrer donc, cette activité donc, de manutention. On va encore observer donc cette vidéo et ensemble discuter pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette vidéo-là? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Quelles leçons on doit tirer donc de cette vidéo? Qu'est-ce qu'on voulait nous faire comprendre sur cette vidéo? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette vidéo? Bonsoir, monsieur Baro. Oui, allez-y, monsieur Zaba. Ensuite, monsieur Kara. Bon, ce que moi j'ai compris de cette vidéo, c'est qu'ils ont remplacé l'homme par la machine pour éviter certaines douleurs ou bien à la longue des douleurs de dos et Donc, accroître l'homme a été aussi remplacé. Et accroître aussi là. la productivité, vu que la machine va un peu plus vite que l'homme aussi. La machine va un peu plus vite. Merci, monsieur Zaba. Monsieur Kara, pour terminer. Bon, ok, je pense qu'il a déjà dit, hein, c'est ce que je voulais dire aussi. Et j'ai l'impression que ça répond même là, à travers la vidéo. On a une réponse même à la principe qui dit que non, remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux. Voilà, donc en lui proposant d'utiliser la machine pour soulever les charges pour qu'il puisse mener son activité, bon, je pense que déjà ça réduit vraiment les risques auxquels ils étaient exposés. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci. Merci, monsieur Kara. Donc, essentiellement, dans cette vidéo, c'est ce qu'on arrive à comprendre. On arrive à comprendre qu'aujourd'hui,
plus on utilise l'homme à une certaine position, et plus il est exposé. Et plus il est exposé, et moins il arrive déjà à être très efficace donc, dans la productivité. Parce que l'homme, le temps qu'il va soulever, s'il soulève au moins 3 barres de fer, qu'il est fatigué, il va traîner le temps jusqu'à ce que son heure de descente arrive. Pourtant, lorsqu'on tourne vers tout ce qui est mécanique, les machines ne se fatiguent pas. Si on a une bonne maintenance répétitive, naturellement, donc, elle va accroître donc, la productivité. Et deuxième leçon qu'on peut tirer déjà, c'est cette stratégie que nous, HSO, on doit avoir sur les différents sites pour avoir ce qu'on veut. Parce que sur les sites, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'à ce qu'on veut, si on va, par exemple, voir, faire des propositions au chef pour dire, ah, les travailleurs de la manière qu'ils soulèvent les choses ou ils déplacent vraiment, ils auront donc des troubles musculo-squelettiques, ils peuvent avoir les reins. Le patron ne voit pas son intérêt, en fait, dans ce que vous recherchez. Donc, ça sera difficile pour lui d'aller investir des millions parce que la prévention coûte cher. Voilà, d'aller investir des millions, par exemple, dans une alternative mécanique pour lui, s'il ne trouve pas pour son compte. Donc, derrière chaque chose, il faut que le HSE aussi pense à ce que le patron gagne. Et lorsque il arrive à mettre en réalité déjà euh, ce que le patron gagne devant, naturellement, le financement s'ensuit. Et si le financement est là directement, chacun tire son objectif. L'objectif du HSE atteint, l'objectif aussi donc de l'HSE donc est aussi atteint. Si vous venez dire, ah, le patron, voici, je vois ça, il faut acheter ça. Il va dire, non, c'est difficile. Même s'il tombe malade, bon, on pourra recruter quelqu'un d'autre. Et par contre, derrière, lorsqu'on vient, on dit, ah, euh, j'ai vu, par exemple, dans telle usine, au lieu que ce soit l'homme qui soulève 3 barres de fer par jour, mais par contre, la machine a cette capacité-là au moins de faire 100 barres de fer par jour. Donc, si on a 100 barres de fer par jour, naturellement, la productivité s'accroît. Il ne va même pas parler de santé et sécurité. Et là, le patron va dire, tiens, waouh, là, c'est une très bonne idée. Et donc, après l'achat, parce que le patron pense à sa productivité, derrière cet achat-là, le HSE en même temps aussi atteint donc son objectif. Donc, derrière, on n'a pas tout ce qu'on veut en entreprise. Il faut passer par des petites techniques, surtout en santé et sécurité, parce qu'on ne voit pas réellement l'impact de la santé et sécurité dans la productivité. C'est pour cela, souvent, moi, j'ai cette habitude à chaque rencontre, lorsqu'on doit faire notre revue de direction, on n'a toujours pas l'habitude donc d'intervenir lorsqu'on parle de la production annuelle. Voici ce qu'on a fait cette année. Il faut toujours signaler aussi avec 0 accident grave. Parce que s'il y avait des accidents, naturellement, ça pouvait aussi impacter négativement donc, sur la production. Donc, ce sont des choses qui sont peu connues. Donc, on doit passer donc par beaucoup de techniques donc, pour souvent avoir ce qu'on veut. Donc, les risques, il y en a donc de deux types. Naturellement, ça sera les accidents. L'accident qu'on peut contracter donc de façon immédiate, quelqu'un soulève, déplace, porte quelque chose et naturellement, ça l'écrase son pied ou encore il a une hernie, il a une déchirure. Voilà, toutes ces choses-là se contractent immédiatement. Par contre, l'autre chose aussi, ce sont les maladies professionnelles non, qui, de façon répétée, en fonction donc, de la posture, peuvent donc avoir, donc, développer donc, une certaine maladie donc, sur l'humain. Donc, l'un dans l'autre, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la santé, la sécurité donc, de nos travailleurs soit toujours, donc, quoi, soit toujours propre. En travaillant de sorte à ce que les maintiennent à un niveau donc, de santé et de sécurité donc, à 100%. Et donc, on verra donc quels sont les facteurs qui favorisent les risques donc, liés à la manutention. Naturellement, on aura le facteur organisationnel. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le facteur organisationnel? C'est directement donc, lié donc, quoi, à l'absence donc d'une bonne organisation donc, dans le lieu de travail. Lorsque chaque chose n'est pas à sa place ou l'organisation même interne n'est pas appropriée en fonction même du besoin et des réalités même du terrain, chaque personne ou chaque personne est obligée d'aller déplacer, tirer chaque chose. Pourtant, s'il y avait une certaine bonne organisation, ça pourrait faciliter même, raccourcir les distances et faciliter même leurs différentes manutentions. Ensuite, on a les facteurs donc, liés même aux caractéristiques donc, de la charge elle-même. Souvent, on a des poids qui peuvent être très excessifs. Donc, vous allez soulever, par exemple, 10 kilos sur 2 kilomètres. C'est différent de soulever encore les mêmes 10 kilos, par exemple, sur 15 kilomètres.
Donc, plus la distance, elle est là, et plus le poids de la charge aussi va s'intensifier. Ensuite, on a l'emplacement même de la charge elle-même. Donc, tout ça, ça relève aussi de l'organisation. Vous prenez les objets les plus lourds, vous les mettez à une certaine hauteur, ou les ouvriers eux-mêmes sont obligés d'aller à cette hauteur-là pour aller se soulever. Donc, ils s'exposent à plusieurs types donc, de risques. Ensuite, la fréquence même du mouvement même à effectuer, parce qu'on a fini par comprendre que la manutention, ce n'est pas forcément soulever, non. C'est même déplacer, porter, soulever des charges. Donc, on verra aussi donc, que même les mouvements répétitifs donc, qu'on fait en sollicitant l'effort physique aussi peuvent donc, nous exposer. Ensuite, on a l'environnement même de travail lui-même. Si l'organisation même du poste de travail, comme récemment observé donc dans la vidéo, où le poste de travail même n'est pas adapté même aux besoins même du travailleur, il va sans dire donc, que cette personne aussi sera toujours donc, épuisée à travers donc, des mouvements répétitifs liés donc, aux gestes et aux postures même du travail. Si on a un environnement de travail donc glissant, qui n'est pas mieux adapté aussi à la chaussure, aux différents emplacements des charges, il va sans dire aussi que beaucoup seront donc exposés au risque donc lié à la manutention. Le climat, tout ce qui va avec son dans un environnement confiné, terminé, c'est le facteur humain. Le facteur humain, pourquoi? Parce qu'on a vu que ce soit le sexe, que ce soit avec le sexe ou encore avec l'âge, on n'a pas la même capacité donc, à pouvoir donc, tenir une charge. Donc, l'un dans l'autre, c'est vrai qu'on peut avoir certains paramètres donc, qui peuvent se différencier ou on peut avoir une femme qui est capable de soulever même 60 kilos, mais il faut que c'est aussi encadré. Mais pour des besoins sécuritaires, on voit que l'homme et la femme n'ont pas la même capacité donc, de pouvoir porter donc, une charge. Donc, c'est des types aussi qu'on doit pouvoir donc, respecter. Alors, quelques photos donc sur les gestes, les mauvais gestes à ne pas adopter donc pour les charges. Donc, c'est des choses à ne pas faire. Ici, d'après vous, quelle est l'erreur sur cette technique donc de levage donc d'une charge, de cette charge-là? Manutention manuelle, ici, quelle est l'erreur sur cette photo? Comment on doit soulever donc une charge? Je peux Allez-y, répondre? monsieur Kari. Allez-y. Bon, pour moi, je vois que l'erreur ici, c'est, on voit qu'il veut essayer de soulever avec le dos et non avec ses pieds. Alors, bon, je sens que, bon, il est beaucoup plus exposé avec cette posture en tout cas. Donc déjà, avec cette posture, il est beaucoup plus exposé parce qu'il va solliciter beaucoup plus sa colonne vertébrale. Et j'ai l'habitude de dire aux travailleurs, on a une seule colonne vertébrale. Donc, autant en prendre soin. Parce que si la colonne vertébrale, elle est foutue, on vit toute la vie avec. Donc, autant en prendre soin. Donc, nous, notre rôle pour ce qui est de la manutention manuelle, pour les gestes et les bonnes postures, on va former les travailleurs avec pendant les cadres de sécurité. Parce qu'en Afrique, on a beaucoup de difficultés sur donc, les techniques même de levage, que ce soit au niveau de la manutention manuelle ou de la manutention mécanique, où il y a beaucoup de défaillances. Donc, pour ce qui nous concerne, on va toujours aller par ce principe-là de remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux à travers des formations. Parce que si la réglementation déjà nous dit que on est tenu pour responsable de tous les risques liés aux activités qui exposent nos travailleurs, on a le besoin, on a ce besoin aussi de les former, de les informer sur les risques, mais aussi de les former sur les techniques, les outils, les équipements qu'ils doivent pouvoir utiliser pour se protéger donc des risques donc identifiés. Alors donc, pour pouvoir lever une charge, on ne sollicite pas sa colonne vertébrale par l'action donc du dos. On soulève la charge donc par la force donc des jambes, avec donc la main fléchie. Donc, ça permet donc de mieux rééquilibrer en tenant compte d'un angle de 90 degrés partant donc du menton donc, et au pied. Ça permet donc de mieux rééquilibrer donc le poids de la charge. Donc, écarter les pieds
à la largeur des hanches. Ensuite, plier donc le genou pour pouvoir puiser donc toute la force au niveau donc, du genou. Maintenir donc un angle de 90 degrés pour ne pas trop exposer la colonne vertébrale et porter la charge avec donc les mains qui sont beaucoup plus fixes, qui permet donc d'avoir une bonne prise donc sur la charge. Et ensuite, de rentrer le menton et lever donc la tête. Ceci donc permet donc de faire quoi? De redresser la colonne vertébrale. Donc, ce qu'il faut faire, avant de le faire déjà, il faut planifier avant le levage, évaluer la charge. Et comment on va évaluer la charge? Avant déjà de pouvoir le soulever, le déplacer, la meilleure façon déjà, c'est de pouvoir quoi, jauger même la charge elle-même. On peut utiliser le pied déjà pour pousser. Ça nous permet déjà de voir qu'attention, cet objet est vraiment lourd. Et ensuite, si on a la capacité donc de pouvoir le déplacer, le lever, on le fera. Dans le cas contraire, on va demander donc une sollicitation avec une autre personne. Ça permet donc de répartir donc la charge. Si il y a ce besoin-là, où il y a l'absence donc de moyens mécaniques, naturellement, les techniques qu'on a mis à disposition donc, des travailleurs vont servir donc à pouvoir donc quand même pour les charges manuelles, ils pourront moins utiliser donc ces techniques-là donc pour pouvoir donc le faire. Une démonstration aussi donc à travers cette vidéo. Donc, technique pour quand même faire la manutention manuelle. Donc, nous, déjà en tant qu'HSE, voici par quel moyen on doit passer déjà par montrer donc ces besoins de formation aux travailleurs. Que ce soit pour les travailleurs de la technique qui sont sur le terrain, qui sont très, très exposés donc au risque de manutention donc, manuelle parce que le quotidien, dans leur quotidien quand même, ils arrivent à déplacer ou encore soulever une charge. Pour ceux aussi qui sont au bureau, avec les vidéos récentes qu'on a vues, on va travailler donc avec les gestes de bonne posture. Comment disposer l'ordinateur par rapport à la taille de la chaise, par rapport à la taille de la table, tous ces ajustements possibles là pour que pendant l'utilisation même de leur bureau, ils n'arrivent pas à être exposés aux troubles musculo-squelettiques ou encore tout autre risque même lié donc aux gestes et aux mauvaises postures sur le lieu de travail. Alors, comme moyen de prévention, elle va répondre naturellement donc, sur deux aspects. L'aspect organisationnel, donc, qui requiert beaucoup d'attention, et l'aspect formation, l'information même qu'on pourra donner aux travailleurs. Sur l'organisation, déjà, la question la plus simple déjà, donc, que faire lorsqu'une charge est beaucoup plus lourde? Est-ce que j'ai la capacité de pouvoir faire la manutention manuelle? Si oui, quelles sont les techniques donc de levage de façon manuelle qu'on m'a montré en tant que HSE? Donc, ils pourront utiliser cette technique-là pour mieux soulever. Dans le cas contraire, est-ce qu'on a tout ce qui est comme équipement technique qui peut les aider à pouvoir faire la manutention mécanique au détriment même de l'effort physique? Donc, dans le cas contraire, ils vont essayer donc de
voir toutes les mesures qui vont avec, soit à l'aide pour pouvoir donc répartir les charges. Alors donc, pour le besoin organisationnel surtout, on va tenir compte aussi de l'itinéraire emprunté parce que si vous soulevez un 5 kg sur 50 km, ça sera donc différent donc, de soulever au moins 1 kg sur une petite distance. Donc, on va tenir compte de la distance parce que de toute façon, on ne veut pas épuiser donc l'effort, on ne veut pas épuiser le physique de l'homme. La circulation donc interne, même si c'est un autre chapitre sur lequel on pourra donc discuter à parcourir, parce que si tout est harmonisé, ça permet donc de désengorger donc le flux entrant. La nature aussi du sol, avec les équipements de protection qui sont mis à disposition même du travailleur, et la suite déjà pourra donc se faire avec la surveillance permanente. Le repérage aussi des dégagements de circulation, l'éclairage qui va avec le lieu même où on pourra donc poser la charge. Pour le besoin donc de la formation, c'est à nous donc de pouvoir catégoriser nos profils. Est-ce que ceux qui sont à la technique, sur quel type de charge ils se sont fréquemment exposés par rapport à ceux qui sont au bureau et faire des campagnes de sensibilisation, de formation de façon répétitive pour que ça rentre donc dans le quotidien des travailleurs. Donc, voici un peu l'ensemble donc, des éléments qu'on peut mettre dans ce qu'on appelle la manutention manuelle. Est-ce qu'il y a des questions? Questions sur la manutention manuelle. Questions sur la manutention manuelle avant de terminer avec la manutention mécanique. Est-ce qu'il y a des questions sur la manutention manuelle? D'accord, donc on peut poursuivre avec la manutention mécanique. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la manutention mécanique? Donc, naturellement, c'est la sollicitation donc, de tout ce qui est mécanisé pour faciliter donc, le levage. Donc, le levage, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est l'opération de déplacer de façon verticale une charge. Donc, la manutention en elle-même, on a vu que c'est le fait de manipuler, de déplacer, de porter, de soulever une charge. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin donc, de tout ce qui est comme équipement donc, de levage pouvant nous aider à pouvoir déplacer, porter, tirer donc une charge de façon mécanisée. Donc, quels sont les équipements généralement qu'on utilise pour la manutention mécanique? Donc, naturellement, on a des grues. Les grues, on a vu que pour travailler avec une grue, on a besoin donc de prendre beaucoup donc d'aspects avant la validation. Donc, par rapport même à l'équipement lui-même, l'inspection de l'équipement, avec toute la documentation qui va avec, l'habilitation donc du conducteur pour ce qui est de la main-d'œuvre, l'environnement et les méthodes qui vont encadrer donc leur utilisation. On a le seed boom qui s'apparente aussi donc à la grue elle-même aussi, qu'on utilise donc très fréquemment donc, dans les travaux d'agriculture. Ensuite, on a des palans qui sont très fréquemment utilisés aussi sur les sites industriels, qui permettent facilement donc, de faire le levage vertical. On a des ponts roulants donc, qui sont généralement donc, utilisés pour dans des industries automobiles ou même dans n'importe quel type d'industrie mécanisée. Ça permet donc de faciliter donc, le levage donc, de blocs moteurs avec une certaine flexibilité qui couvre même tout le contenu de la salle.
On a des chèvres tripodes aussi qui permettent donc, avec le travail en espace confiné, qui permettent donc le levage, donc de toute personne donc, qui se trouve à l'intérieur ou encore de tout objet. On a les portances, on a les treuils qui vont avec, les chariots élévateurs, les camions nacelles on a vu précédemment aussi pour le travail en hauteur. Parce que lorsqu'on va parler donc de levage, comme on a l'aspect de la verticalité qui rentre en ligne de compte, donc ça va s'assimiler aussi au travail en hauteur forcément. Donc il va falloir qu'on ait un droit de regard sur la manutention elle-même, ensuite même sur le travail en hauteur en lui-même. Et pour ce faire, on a dit à chaque fois qu'on va utiliser donc des équipements, il faut toujours procéder donc à leur équipement. Donc, par rapport au chariot élévateur, généralement, les procédures doivent être respectées, l'inspection même de l'échafaudage, du chariot en lui-même, les conditions de circulation même, déjà, avant la manutention. Ensuite, on a s'assurer que déjà, l'équipement, en fonction même de son habilitation, de respecter sa capacité donc, à pouvoir porter les charges. Donc, généralement, la plupart des chariots, vous allez voir, ce sont des chariots de 4 tonnes ou pour les plus grands, donc vont tourner autour de 6 ou 7 tonnes. Et donc, ils ont des caractéristiques qui sont généralement collées sur l'engin en lui-même, qui permettent de savoir que ce chariot de 4 tonnes-là, au moins, peut soulever au maximum 2 tonnes, en fonction même de la longueur même de sa fourche. Donc, pour cela, on va travailler à pouvoir respecter donc ces caractéristiques-là pour éviter que les risques liés même à la manutention mécanique même n'arrivent. Pendant le déplacement même du chariot, dans les procédures, on va s'assurer que les fourches ne soient pas à une certaine hauteur, qui peuvent même exposer aussi donc tous les usagers, etc. Avec ce qui va avec la lame de recul, les gyrophares. De même aussi que les nacelles, qu'elles soient télescopiques ou les nacelles donc avec les camions, on va s'assurer aussi que les béquilles soient posées dans un environnement stable. Mais lorsqu'elles sont télescopiques, on va s'assurer que la répartition de la pression au niveau des pneus soit pression vraiment même de la nacelle elle-même. On va aussi s'assurer donc que le poids initial, voilà, presque, soit, si c'est 800 kg, c'est 800 kg. Pour pouvoir déplacer, on peut utiliser donc les transpalettes, voilà, qui sont de couleur jaune, si vous n'arrivez pas à voir donc mon pointeur, ou encore les diables, qui sont de couleur rouge, qui peuvent aider donc à tout ce qui est comme manutention donc mécanique. Parce qu'on a compris que la manutention, ce n'est pas seulement le levage, mais c'est l'action donc de soulever, de porter, de déplacer même encore une charge. Donc, privilégier la manutention mécanique. Ensuite, si on n'a pas d'autres solutions techniques possibles, on peut se référer à la manutention mécanique, manuelle. Mais dans ce cas de figure-là, il faut que les besoins de formation déjà soient prescrits avec donc toutes les techniques possibles pour éviter même que ce qu'on veut protéger, que la santé et la sécurité donc des travailleurs là-même, soient exposés. Ensuite, les outils ou les éléments qu'on associe donc à tout ce qui est comme levage, on peut avoir des élingues, on peut avoir des pinces, des câbles, des chaînes, des sangles, des poutres et tout autre accessoire. Et donc, vous allez voir sur votre clé, on a la checklist donc de tous ces éléments-là. Donc, naturellement, si vous êtes sur un site, c'est à vous donc de pouvoir retirer tout ce qui est comme checklist de la grue, d'une nacelle, etc. Et ensuite de tous les équipements associés donc, pour pouvoir faire le levage. Parce que si on a utilisé une grue, il faut des éléments pour pouvoir faire maintenir les attaches. Donc, quels sont les éléments que vous devrez pouvoir inspecter sur les éléments? Si ce sont les pinces, quels sont les éléments que vous devrez utiliser pour pouvoir inspecter donc les pinces? Ensuite, les câbles, les poutres, tout ce qui donc va avec. Alors donc, pour pouvoir arrimer une charge, qu'est-ce qu'il faut déjà faire? Il faut déjà jauger le poids de la charge. Et si c'est pour une manutention mécanique, on a vu que si on a utilisé un équipement, l'équipement lui-même a ses caractéristiques. Si c'est un équipement, on va dire c'est un équipement de 13 tonnes, il peut soulever au max, par exemple, 5 tonnes. Donc, comment déjà vous devrez pouvoir savoir que, attention, la charge qu'on a là, voici donc son tournage.
pour s'assurer qu'il n'y ait pas donc de déséquilibre afin donc d'exposer le conducteur, l'équipement lui-même et l'ensemble des travailleurs. Donc, pour ce faire, déjà, on peut soit regarder le bordereau de transport, parce que tout ce qui est tout ce qui est acheté dans le milieu industriel ou en entreprise, il y a toujours un bordereau donc, de transport qui l'accompagne, qu'on peut avoir donc avec le service achat logistique ou tous ceux-là qui ont acheté. Dans le cas contraire, les responsables, généralement, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, s'ils utilisent fréquemment ces outils-là, ils peuvent vous dire réellement donc, le poids. Ensuite, le HSE, vous allez voir réellement, est-ce que l'équipement qu'on a utilisé là est apte ou habilité, est capable donc de pouvoir porter cette charge. On ne va pas utiliser un équipement de 4 tonnes pour soulever donc une charge de 10 tonnes. Il y aura forcément un problème. Dans le cas contraire aussi, on va voir aussi donc tout type d'informations qu'on peut aussi avoir donc avec les autres personnels qu'on va mettre forcément dans le service donc d'ingénierie. En cas de doute, il faut toujours surestimer. C'est-à-dire à vue d'œil, on va jauger nous-mêmes si par exemple le bordereau n'est pas à disposition. Parce que souvent sur le site, on ne va pas attendre que tout cela soit fait. Et si c'est pour des travaux vraiment très spécifiques, là, ça sera obligatoire. Et dans le cas contraire, on va discuter entre nous-mêmes. On va essayer de voir, stimuler une charge pour voir si on peut voir si celui-là, ça peut tourner autour de 10 kilos. On peut aller à un extrême de 12 kilos, de 13 kilos. On va surestimer le poids. Ça nous permet donc d'accentuer notre mesure donc, de prévention. Et donc, les techniques, si déjà on doit pouvoir les porter par une grue ou encore par le magnéto, on doit toujours maintenir donc, le point de gravité. Mais la plupart des ouvriers donc, sont toujours formés. Donc, ce sont des besoins en tant qu'HSE parce qu'on a ce droit de regard sur les formations donc, de nos travailleurs qu'on doit pouvoir mettre à leur disposition sur les techniques même de manutention, comment pouvoir arrimer donc, une charge et faire des formations donc, de façon ponctuelle ou encore à une certaine fréquence en fonction donc, du besoin financier donc, de notre entreprise. Donc, avec un modèle, on a tantôt parlé donc on a tantôt parlé donc voilà, du pont. Voilà. Donc, voici un peu l'exemple qu'on a par exemple sur notre site, le pont roulant. Donc, vous allez voir un peu. Et donc, voici un peu comment on les utilise sur le site, parce que c'est souvent difficile, surtout dans l'atelier mécanique, on a des objets qui pèsent beaucoup. Donc, ça sera difficile d'utiliser les transpalettes. Donc, généralement, on met les ponts roulants aux différentes extrémités, même qui couvrent l'ensemble même du bâtiment. Ça permet donc de faciliter à l'aide donc d'une commande. Si on a bien arrimé avec les élingues, voilà, voici les élingues. Et pour les techniques donc, de levage, lorsqu'on utilise les élingues, il faut que toujours en tant qu'HSE, ou soit on peut former les travailleurs, il y a toujours les caractéristiques même aussi sur les élingues. Donc, on va checker l'élingue elle-même. On va avoir une notice même qui est toujours collée, soit de couleur bleue ou jaune sur l'élingue. Ils vont nous dire, cette élingue-là peut soulever, voici sa charge maximale. Et voici les techniques pour l'arrimage en fonction même de la répartition donc, des poids. Donc, généralement, lorsque, par exemple, c'est en U, lorsqu'on va utiliser ce triangle en U, voici son poids. Lorsqu'on va l'utiliser en croix, voici son poids. Lorsqu'on va l'utiliser en V, voici donc son poids. Donc, il faut toujours aller donc vers l'estimation, vers les caractéristiques, mais sur les élingues, sur les chaînes, sur aussi les harnais même qu'on utilise. On a toujours ces caractéristiques-là. Donc, soit en tant qu'HSE, on doit porter donc ces informations aux travailleurs pour que même si on n'est pas là, ils aient toujours dans leur réflexe que
on a fait l'élevage, il faut s'assurer que la corde même qu'on va utiliser là soit capable aussi de pouvoir soulever donc cette charge. Et aussi, dans quelle autre mesure on doit pouvoir déclasser donc un élan qui n'est plus apte. Pour les risques donc de manutention mécanique, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs parce qu'on utilise donc des équipements naturellement. On aura des chutes d'objets qui vont arriver très, très fréquemment pendant la manutention mécanique. Donc, si encore c'est un levage même encore là, on peut avoir chute d'objets qui peut blesser même des travailleurs, qui peut encore blesser encore toute personne exposée. On peut avoir aussi le renversement même de l'équipement lui-même. Parce qu'on a fini par comprendre que nous, HSE, on ne travaille pas uniquement sur l'homme, mais c'est ressources avec S, ressources matérielles et financières de l'entreprise. Parce que lorsqu'on va investir, par exemple, dans une grue qui est très coûteuse, lorsqu'on va investir dans une nacelle, dans tous les équipements, il faut de l'argent. Donc, si on ne prend pas bien soin donc, de ces équipements, naturellement, ça sera compliqué. Et donc, si un équipement est gâté, ça signifie que les jours à venir, vous allez utiliser donc quoi? La manutention donc, manuelle pour pouvoir faire tout ce qui est comme levage qui va avec. On a le basculement, on a l'électrisation. Parce que si c'est un levage qui se fait en hauteur, et comme on l'a dit, pour un travail en hauteur, on ne doit pas rester forcément concentré donc, sur la chute, la chute. On doit élargir notre champ d'analyse et puis savoir que, attention, on peut aussi donc se faire électrocuter. Donc, si c'est une nacelle, une grue, on doit voir attention. Est-ce qu'il y a des câbles électriques à côté pour élargir donc notre champ d'analyse donc dans l'identification des risques, comme ce cas qu'on observe par exemple sur la vidéo. Donc, c'est des choses généralement qu'on a pouvoir observer. Lorsque c'est une nacelle, qu'elle est télescopique, il faut un surveillant en bas parce que les nacelles télescopiques, vous allez voir qu'on a la possibilité donc de manipuler, étant même dans la cage, dans les garde-corps, c'est-à-dire le conducteur lui-même, il est avec les travailleurs, ou soit au bas même de la nacelle, on a une possibilité. Donc, généralement, il faut un surveillant à chaque côté pour que si on a une défaillance en haut, au moins, l'intermédiaire en bas, au moins, je peux contrôler pour faciliter donc la descente de tout le monde. Alors, on va observer donc quelques vidéos, puis discuter donc de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui a marché? Ou qu'est-ce qui n'a pas marché sur cette vidéo? Déjà, on est dans quel type de manutention? Volontaire, volontaire, volontaire. Nous sommes dans quel exemple de manutention? Allez-y, Monsieur Cara. Bon, ici, à travers cette vidéo, bon, à moins que je n'ai pas bien vu, sinon, moi, je vois que c'est de la manutention mécanique. Maintenant, Pourquoi mécanique? bon, à mon niveau, je vois que c'est une grille qu'ils ont utilisée pour soulever une charge. Et maintenant, D'accord. bon, Donc, mécanique. soit la charge a son poids est supérieur à, comment dirais-je, la grue, ce qui a amené, comment dirais-je, la grue s'est renversée ou c'est quoi. Bon, en tout cas, je ne voyais pas trop comme ça, mais je me suis dit que peut-être c'est le poids de la charge qui a causé le renversement ou bien le trébuchement de la grue.
Merci, M. Kara. Autre proposition? Autre proposition, sinon? Alors, donc, pour revenir déjà à la description de M. Kara, ici, ce n'est pas une grue, c'est un chariot. Voilà, c'est un chariot qu'on avait vu. Je vais vous montrer. Donc, le voici ici. C'est ce chariot-là, élévateur, qu'ils ont utilisé donc, pour pouvoir faire cette manutention. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? On voit ici dans cette vidéo que déjà il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Parce qu'on voit déjà que c'est évident déjà que le poids de la charge même est supérieur même à la capacité même du chariot. Ça, vous allez voir que généralement, c'est un chariot de peut-être 4 tonnes comme poids max. Et donc, dans l'arrimage même avec les fourches et avec la longueur de la charge, on a une répartition qui va créer forcément donc un déséquilibre. Donc, l'erreur ici, déjà, ils n'ont pas consulté déjà le poids de la charge. Ça les permettait donc de pouvoir voir est-ce que le chariot est habilité à pouvoir soulever cette charge. Dans le cas contraire, on va voir quel autre équipement on peut avoir. Sinon, on discute encore des conditions sécuritaires et lorsqu'on arrive à trouver une meilleure solution technique, on l'utilise pour travailler donc de façon sécuritaire. Parce que généralement, la plupart, que ce soit dans une industrie, de produits, voilà, de produits encore en mine. En mine, on n'utilise pas fréquemment vraiment les chariots. Donc, c'est généralement donc, dans les entreprises qui sont dans la commercialisation donc, des produits qui utilisent fréquemment. Et donc, les chariots sont vraiment à la base donc, de beaucoup d'accidents avec leurs fourches. Voilà, ils créent beaucoup donc, de blessures graves même, avec beaucoup de fractures. Donc, pour ce type de cas-là, il faut vraiment beaucoup prêter attention même sur l'habilitation, un, du conducteur. Deuxième niveau aussi sur le respect donc des procédures et des caractéristiques même liées donc aux charges. Deuxième vidéo aussi qu'on pourra regarder. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché ici, d'après vous? Allez-y, M. Kara. Je peux parler? Allez-y, M. Zaba. Ah, ok. Bon, moi, je pense que c'est la charge la dépasse et la grue a soulevé une charge qui la dépasse. Donc, raison pour laquelle les câbles se sont cassés et la charge est tombée. Donc, merci, M. Zaba. Donc, généralement, quand ces incidents-là arrivent, on va mener une enquête pour voir déjà qu'est-ce qui n'a pas marché en tant qu'HSE et travailler sur que cela ne se reproduise plus. Donc, on a vu des équipements qu'on peut utiliser donc pour le levage. Ensuite, il y a les accessoires de levage qui sont là. Donc, on verra est-ce que c'est l'équipement lui-même qui est défaillant ou encore est-ce que ce sont les accessoires. Et quels sont les accessoires? On a vu les chaînes, on a vu des élingues, on a vu les câbles qu'on utilise comme accessoires pour pouvoir faciliter donc quoi? L'arrimage. Donc, dans ce cas de figure, on va voir est-ce que réellement c'est le poids le problème ou encore est-ce que c'est les chaînes même qu'on a utilisées même qui ne sont pas à la hauteur. Parce que si les chaînes-là ne peuvent pas soulever, et ça c'est une excavatrice par exemple, une excavatrice au moins peut peser autour de 15 tonnes, voire même plus. Voilà, n'arrive pas à soulever par exemple, il va arriver à un certain moment, la chaîne va se casser, la chaîne va céder.
Donc, si les accessoires eux-mêmes ne sont pas habilités par rapport aux caractéristiques de la charge, il y aurait un problème. Si l'équipement qu'on va utiliser aussi pour pouvoir faire le livrage n'est pas habilité, il y a aussi un problème. Donc, l'un dans l'autre, le pire arrive et on perd l'équipement. Vous allez investir au moins plus de 200 millions dans une excavatrice et perdre cette excavatrice-là, si c'est le moteur même de votre entreprise, vous perdez beaucoup. Il y aura forcément même d'arrêt d'activité. Donc, il faut vraiment travailler rigoureusement lorsqu'on fait donc des livrages, surtout mécaniques, pour éviter donc que les accidents donc n'arrivent. Monsieur Maïga, son micro ouvert, si c'est pour intervenir. Ok. Donc, en observant, on voit que quand la charge a été soulevée à un certain niveau, elle a basculé. Donc, moi, je pense plus à un problème d'équilibre au moment de l'arrimage de la charge. C'est ça. Donc, merci, Monsieur Maïga. C'est-à-dire, Donc, voici encore. ils n'ont pas pris en compte le poids du bras. Le bras, là, devait être aussi maintenu. Voilà, on devait tenir compte de lui dans l'équilibrage de la charge. C'est ça. Donc, voici encore un autre point aussi qui est très, très important. Voilà, c'est la manière aussi qu'on peut utiliser aussi pour pouvoir arrimer. Voilà, en tenant compte de la répartition même des différents poids. Donc, pour une excavatrice, vous allez voir la flèche. Donc, si la flèche balance d'un côté, donc ça va créer forcément le déséquilibre, comme M. Maïga le dit, et ça va entraîner donc beaucoup donc, de situations. Donc, ça nous permet déjà d'élargir et d'identifier donc toutes les causes profondes ou immédiates donc liées à la survenue donc, de cet incident pendant donc la manutention mécanique. Une chose aussi. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Monsieur Adama a son micro ouvert, si c'est pour intervenir, allez-y. Oui, oui. Bon, moi je dirais peut-être que la grue n'est pas en équilibre. Donc, la grue n'est pas en équilibre. Voilà, Ensuite, donc la charge est le dessus sur la grue parce qu'il n'était pas en équilibre. OK. Voilà. Autre proposition. Autre proposition. Allez-y, Monsieur Maïga. Bon, ici, on voit bien que l'engin a d'abord soulevé la charge Oui. et maintenant il a entamé une rotation. Et c'est pendant la rotation là que l'engin a basculé. Donc, je pense qu'il aurait dû réduire l'angle de levage euh, et même la pointe avant de Oui. procéder à la rotation. Donc, il n'a pas fait ceci qui a fait que l'engin a basculé sous l'effet du poids de la charge. Merci, Monsieur Maïga. Autre proposition. Oui, allez-y, Monsieur Florent Zongo. Oui,
Monsieur Valo, moi je pense que le poids de la charge dépasse la capacité de levage de l'engin. Voilà, je trouve que la charge est trop pour l'engin de levage, en fait. Ok, d'accord. Merci, monsieur, monsieur Zongo. Ok, c'est bon, merci. Monsieur Zongo, allez-y. Oui. Monsieur Zongo a la main levée, allez-y. Oui, allez-y, monsieur Ouedraogo. Bon, ici, moi, je dirais que le sol était instable. Voilà, ce qui a provoqué le basculement de la grue. Merci. Le sol était instable. Ok. D'accord. Donc ici, on arrive à comprendre qu'il y a plusieurs causes qu'on peut pouvoir identifier. Donc, pour certains, l'environnement, parce que lorsqu'on doit avoir une analyse, notre analyse doit être beaucoup plus élargie. Et ce que moi, je conseille toujours, c'est de répartir le champ d'analyse au moins sur les 5 M. Le matériel, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau donc, du matériel? Ensuite, la main-d'œuvre elle-même, qu'est-ce qui n'a pas marché? Deuxième chose, plutôt troisième chose, le milieu. On va regarder l'environnement, le sol, etc., les conditions climatiques qui vont avec. Nos méthodes elles-mêmes en tant qu'HSE, est-ce qu'on a fait la minute de sécurité? Est-ce qu'on a fait l'analyse des risques? Ensuite, quelle matière on va utiliser, par exemple, comme accessoire donc de livage, l'arrimage, etc. Forcément, on aura une défaillance donc à quelque part. Donc, généralement, quand c'est... Qu'est-ce qu'on demande? En matière donc de grue, lorsqu'on doit travailler, que ce soit tout ce qui est comme équipement sous pression, la réglementation donc, nous encadre. Avant donc de travailler, tous les équipements donc, sous pression ou sous pression donc, doivent être donc inspectés par une entreprise donc, qui a l'agrément, donc notamment APAV ou Veritas. Donc, tous ceux qui sont dans le business donc des grues, des équipements de levage, doivent donc de façon à une certaine fréquence, chaque 3 mois ou 6 mois, je pense, doivent aller faire réinspecter donc leur équipement. Ensuite, validé donc par les inspecteurs donc d'APAV. Donc, nous, quand on va travailler avec une grue, la première chose qu'on demande, c'est le certificat d'expertise de la grue. On va regarder donc tout ce qui va avec. Pour ceux qui suivent en présentiel, je l'avais projeté. Mais je le cherche, je n'arrive pas, je ne sais plus où je l'ai mis. Donc, peut-être d'ici la fin de la séance, si je le vois, ou pour les prochains cours, je vais vous présenter comment un certificat d'expertise se présente. Donc, ça prend en compte tous les éléments, tous les accessoires même de la grue. Ensuite, les chaînes, les éléments même qui accompagnent même l'arrimage. Ils vont inspecter tout ça. Donc, vous, ou nous plutôt en tant qu'HSE, c'est le premier document qu'on va demander. Le certificat d'expertise de la grue pour voir si la grue elle-même elle est apte. Deuxième chose, on va s'assurer que avec notre checklist, on va demander quelques manipulations. Gyrophare, alarme de recul, faire une rotation à 360, on va voir, faire sortir des béquilles, on va voir si c'est bon, si c'est pas bon, parce qu'il n'y a pas peut valider, mais il peut y avoir des soucis de problèmes techniques. Donc, si c'est bon, on accepte l'équipement. Ensuite, la main-d'œuvre. On va demander que tous ceux-là qui vont travailler sur la grue aient l'habilitation. Donc, on va demander ces documents, l'habilitation de tous les travailleurs. Pour les grues, généralement, il faut un signaleur et le grutier. Donc, je vais vous montrer un exemple de certificat d'un grutier qui a travaillé sur notre site, par exemple. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe. Là, c'est son certificat de stage et qui a été délivré par APAV. Donc, il montre que
quand même, il a l'aptitude de pouvoir conduire une grue mobile de catégorie B. On va voir est-ce que la date de validité est bonne, partant même de la date même où elle a été octroyée. On va vérifier tout ça. Pour le signaleur, pareil. Lorsqu'il y a un problème au niveau de la main-d'œuvre qui met en doute la qualification même du travailleur, on va demander à ce qu'on change donc de travailleur. Ensuite, le milieu, une fois que les deux éléments sont vérifiés, on va s'assurer que où la grue elle-même sera posée, est-ce que l'environnement, les terrains sont stables pour que si les béquilles sautent, si les béquilles se posent sur un caniveau et que le poids arrive par exemple à casser le béton même du caniveau, la dalle plutôt du caniveau, vous allez voir que la grue va basculer. Donc, on tient compte de tous ces éléments. On appelle, par exemple, tous ceux qui ont été à la conception même de l'usine pour voir est-ce qu'il y a des caniveaux, tout et tout. À défaut de ça, la grue même elle-même vient avec ses contrepoids sur lesquels elle va poser ses briques. Donc, si l'environnement, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il y a le vent et tout ça. Si ça, c'est bon, ensuite, on a le matériel, les accessoires de levage, les élingues, les chaînes, on va vérifier tous ces éléments-là en fonction de leurs caractéristiques. Et une fois que c'est bon, nos méthodes. Quelles sont les méthodes que nous, HSE, on va mettre en place pour encadrer cette activité donc de manutention ou encore de travail en hauteur là? Le cadre de sécurité, l'induction, ensuite les sensibilisations, l'inspection, l'observation même des tâches, l'analyse donc des risques, la bonne coordination, ensuite même les sanctions pour ceux-là qui ne vont pas suivre. Donc, voici tout ce qu'on va pouvoir donc mettre en place pour éviter donc ce qui n'arrive. Mais par contre, pour revenir donc sur cette vidéo ici, généralement, ce qui n'a pas marché, vous allez voir que une grue, vous allez voir aujourd'hui, une grue, vous allez voir, c'est écrit 40 tonnes. Donc, une grue, on évalue même le poids réel de la grue à 40 tonnes. Mais son levage n'est pas 40 tonnes. Donc, souvent, il y a cet amalgame-là où je vois fréquemment sur un site, vous allez voir une grue de 80 tonnes, on dit non, il peut soulever une charge de 80 tonnes. Non, ça, c'est le poids réparti même de la grue. Quand vous regardez même les différents éléments de la grue, les différentes répartitions des poids sont fixées. Donc, une grue de 40 tonnes peut-être peut soulever une charge peut-être de 30 tonnes, par exemple. Et en fonction même de la longueur de sa flèche, plus elle va en hauteur et moins elle a cette capacité-là donc de pouvoir soulever une charge plus lourde. Donc, si la hauteur elle est basse, si c'est 30 tonnes que la grue peut, elle pourra le faire sans problème. Mais plus elle va en hauteur, elle peut plus soulever les 30 tonnes, elle va revenir à 20 tonnes. Plus en hauteur, parce que généralement, vous prenez une grue de 80 tonnes qui peut s'étendre à plus de 32,5 mètres. À 32,5 mètres, elle ne peut même plus prendre 10 tonnes. Si elle a trop pris, peut-être c'est 5 tonnes. Donc, plus la longueur, elle sort son mât et moins elle peut prendre. Donc, tout ça, c'est des choses pendant l'observation de la tâche, le HSE tient compte avec le signaleur et tous ceux qui font l'arrimage. Est-ce que le tableau de la charge de la grue montre les différents poids, tout et tout, le respect toujours des procédures pour éviter donc ce cas d'accident. Et donc, dans la prévention, on va identifier le besoin d'effectuer le levage. Une fois que le besoin est identifié, ce n'est pas au HSE d'identifier le besoin. Soit le projet, l'équipe qui travaille dit non, on a besoin de faire un levage, on a besoin donc d'une nacelle, on a besoin donc d'une grue, on a besoin d'un chariot. En ce moment, c'est là le HSE va mettre en place ses procédures. Si c'est un chariot, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut. Donc, établis maintenant le plan de levage, évaluation de l'opération de levage, donc l'analyse des risques. Donc ça relève de nos méthodes, l'inspection même du lieu, l'évaluation donc des charges à soulever, établir un plan de circulation même des engins et vérification de la conformité des équipements. Et là même, je peux ajouter aussi de l'habilitation même des conducteurs. Si c'est bon, tous les permis qu'on a mis en place, on va baliser la zone et l'assistante permanente donc du superviseur HSE. Parce qu'on peut tout dire, mais sur le terrain, il y a des gens qui n'aiment pas, qui ont cette habitude de ne pas respecter voilà, ce qu'on dit. Donc, ces personnes, on pourra les recadrer et les corriger de façon. Alors, consigne de sécurité, l'appareil doit être apte aux charges manutentionnées, voilà, comme ce qu'on a vu. Le tableau de bord doit toujours fonctionner. Et c'est en ce moment-là que l'intégrité donc, du HSE rentre en ligne de compte. Vous allez aller pour une inspection, souvent ça arrive que en tant qu'HSE, on fait beaucoup, il y a beaucoup de nombre de tensions entre HSE et les chefs de projet ou encore peut-être même les responsables même de l'entreprise. Parce que le HSE est responsable de la sécurité.
Les autres veulent que le travail avance, mais nous, on veut que ça avance dans la sécurité. Donc, on va dire à HSE, il y a une grue qui doit rentrer. Vous allez dire, on va inspecter tous les documents à tel problème, on ne peut pas utiliser la grue. Pourtant, eux veulent que le travail avance. Donc, souvent, il y a des tensions qui vont arriver. Deux grues arrivent, vous faites répartir trois grues. Après, on va essayer, soit si c'est dans le cadre d'un projet, on va vous sauver, on va vous essayer donc de vous soudoyer avec le pot de vin. Mais c'est à chacun de regarder la sécurité, ce qui l'engage. Parce que si un problème arrive, c'est vous qui en êtes responsable. Aussi, comme consigne de sécurité, retirer tout article présentant donc des défauts, voilà, ou encore éviter même de l'utiliser. Utiliser les appareils dus au sol, voilà, ou encore obligation donc d'avoir des contrepoids. Ne jamais laisser une charge suspendue sans une surveillance. Ça, c'est les choses pendant la surveillance du HSE, ça permet donc de corriger. Généralement, le grutier finit l'arrimage, la charge elle est suspendue et puis à personne, soit ils vont manger à midi. Donc, ça, c'est les choses qui sont interdites, même si la zone elle est balisée. En fait, descendre tout le mât, ensuite on va manger, on reprend l'activité. Donc, ne jamais faire une manutention sous les lignes électriques. Donc, une distance au moins de 5 mètres est préservée. Une seule personne habilitée est désignée donc, pour guider, c'est celui qu'on appelle donc, le signaleur. Donc, à chaque grutier, son signaleur. Le signaleur, c'est celui-là qui est formé, qui est habilité à pouvoir discuter avec le grutier, soit avec une radio ou par des gestes. On dit, tourne ton mât avec ta gauche, il tourne, tourne ton mât avec ta droite, descend le mât, etc., par rapport à l'arrimage. Vérifier la stabilité, utiliser des codes de guidage pour les charges, ne jamais soulever en une seule fois plusieurs charges. Donc, souvent, beaucoup, dans le souci d'aller plus vite, peuvent décider donc d'utiliser. Et les signes donc du signaleur. Le signaleur, c'est celui-là qui travaille donc avec la grue. C'est une personne qui est formée. Ça ne s'improvise pas sur un site. Généralement, ça arrive où tout le monde déjà veut s'improviser donc à être signaleur. Et quand l'interprétation n'est pas bonne, ça induit donc le grutier en erreur. Ou le signaleur lui dit, tourne ton mât à ma gauche. Et le signaleur, le grutier, par exemple, lui, l'entend à lui, sa gauche ou à la gauche du signaleur. Et souvent, ça prête confusion. Donc, il faut une personne qui est formée en tant que signaleur et qui maîtrise tous les signes ou à défaut des signes, donc des radios sur lesquels donc, il pouvait discuter pour éviter donc tous ces risques-là. Donc, ça, ce sont les choses réelles qui arrivent donc sur les sites, par exemple. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui arrivent sur les sites où on paie l'équipement, où il y a des pertes, des blessés graves, des fatalités. Voilà, ce sont les choses qui arrivent. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Donc, pour ce faire, toujours, on va inspecter la checklist. Si vous regardez dans la clé aussi, il y a la checklist. Donc, chacun prend, il ajoute ce qu'il veut, il retire ce qu'il veut, il essaie d'aménager sa checklist comme il veut. Voilà, ça c'est un exemple de checklist sur notre site. Voilà. Donc, voici un peu comment ça se passe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, nous sommes à la fin de ce module-là. Alors, qu'est-ce qu'on retient en résumé? On va observer donc un petit résumé donc sur... J'espère que tout le monde arrive à entendre le son des vidéos. Est-ce que tout le monde arrive à entendre? Mon niveau, c'est 5 sur 5. Est-ce que tout le monde arrive à entendre le son? À mon niveau, je vous reçois très bien. Je n'entends pas bien, M. Maïga. Le son de la vidéo. Mais je disais à mon niveau, il n'y a pas de souci. Non, pour la vidéo, non, les vidéos, le son ne vient pas. Ah, ok. Pour les vidéos, le son ne vient pas. D'accord. Donc, ça signifie que déjà voilà, pour les cours qu'on va mettre dans le groupe, au moins vous aurez les vidéos là dans le support Word où vous pourrez mieux écouter, mieux apprécier. Merci pour ce retour-là. Est-ce que d'autres arrivent à l'entendre, le son des vidéos? Non, moi, je n'entends pas. Ok. Donc, c'est un problème commun qui avait été signalé même depuis le cours passé. Donc, pour moi, c'était déjà entendu. Et puis, sur mon écran là, c'est toujours affiché certificat de stage. Je ne sais pas si c'est toujours ça que tout le monde voit. Ah bon? Waouh. Donc, il fallait signaler. Donc, Chez moi, c'est la même chose. Ah.
Merci, merci, Monsieur Zava, d'avoir signalé. Donc, on a parlé du signaleur. Voici les gestes du signaleur. Est-ce que là, vous avez vu? Donc, tantôt pour le signaleur, soit à travers Oui, les oui, gestes là, de la main, là, c'est bon. voilà, soit à travers les gestes de la main ou encore à travers la communication par radio. Donc, si tout ça s'est mis en œuvre, ça va permettre donc d'éviter tous ces risques qu'on observe donc sur ces photos. Ce sont des photos réelles. Les dégâts que peuvent engendrer donc, lors d'une manutention. Donc, voici un peu avec les différentes checklists que nous utilisons sur notre site. Et comme je l'ai dit, dans la clé, vous pourrez trouver aussi à l'adapter comme vous le voulez avec le logo de votre entreprise. Donc, on va regarder un petit résumé et vous l'aurez en vidéo qui résume tout ce qu'il faut pour une manutention manuelle comme mécanique. Et donc, on termine avec, voilà, la vidéo. Est-ce qu'il y a des questions sur la manutention manuelle ou mécanique? Questions? Questions sur la manutention manuelle ou mécanique? En attendant, comme information, on n'a pas, voilà, on n'a pas d'informations particulières actuellement. Donc, le programme suit son cours. Nous sommes en janvier. Voilà, nous allons donc à la fin donc, de ce programme-là, qui était long, mais qui est passé très vite. Donc, on espère en tout cas de notre côté que quand même, en fonction donc, de l'évolution de tous les supports partagés, que l'objectif en tout cas de chacun est quand même atteint. Sinon, il faut toujours revenir, il faut poser des questions. N'hésitez pas à partager. Si vous aviez des suggestions, des amendements, n'hésitez pas à proposer. Voilà, on veut prôner l'amélioration continue et aussi on compte aussi sur vos retours aussi pour nous améliorer. Voilà, donc le programme suit son cours. Pour le programme donc, de janvier, on pourra suivre de façon chronologique, mais il y a certains modules qui seront un peu remplacés par d'autres en fonction donc, de l'agencement. Mais toujours est-il que vous serez donc informés. Donc, si on suit déjà la rédaction des CV curriculum vitae, généralement le programme en ligne, on le met carrément à la fin. On l'a fait beaucoup plus pour ceux qui sont en présentiel, la séance passée. Autre information déjà, nous sommes très en retard par rapport à ceux qui suivent en présentiel. Donc, pour ce faire, j'avais voulu qu'on essaie quand même pour la semaine à venir de faire trois séances sur la semaine. On sait qu'on se voit chaque jeudi et dimanche. Peut-être la semaine, on peut essayer de voir gratter sur un lundi
Non, si le lundi est compliqué, soit un mardi, jeudi ou dimanche. Ou dans le cas contraire, on continue de suivre le programme. Et même si janvier il est fini, qu'on n'a pas encore fini, on fera une extension. Et après la sortie, souvent ça peut continuer. Généralement, ça arrive souvent avec ceux qui suivent en ligne ou après même la sortie, parce qu'après chaque cohorte, après le programme, on fait une sortie aussi de la même manière qu'on a fait la rentrée. Donc, il y aura la sortie. Après la sortie, et le programme aussi donc, peut suivre son cours. Donc, il n'y a pas raison vraiment de pouvoir basculer, donc bousculer. Donc, tout dépend vraiment de vous. Donc, on va prendre une ou deux réactions à chaud ou encore, on va réfléchir. Et puis, dimanche, on a toujours le temps, en tout cas, de rediscuter là-dessus. Est-ce qu'il y a des interventions, il y a des questions avant de clôturer la session? Questions, interventions? Donc, en attendant réaction à chaud, on a Zaba Daman qui est actuellement sur le site, qui est parti récemment sur le site donc, de Mana, avec M. Kara. Donc, on va arracher un petit mot à Zaba Daman. Il va nous expliquer un peu comment ça se passe là-bas. Est-ce que c'est ce qu'il a appris qui se fait sur le terrain? Donc, M. Zaba, rapidement, un mot. Oui, bonsoir à tous. Voilà. Bon, sur le site là, effectivement, ce qu'on a eu à faire là-bas, et en présentiel même, en ligne, il y a des notions tout autour qui ressortent là-bas. Bon, pratiquement, quand je suis arrivé, il y a la zone devait être inspectée tout autour. Il fallait faire l'excavation et le permis, il faut chercher des permis de travail tout autour. Et, et comment dire, en tout cas, après tout ça maintenant, bon, avec les ouvriers, il faut chaque matin et, et 5 minutes de meeting, voilà. Et après, chacun remplit son Take 5 et bon, s'il y a des JHA, tout. En tout cas, le début là, c'était pas simple, hein, mais maintenant, ça va. On arrive à se débrouiller pour le moment. Voilà, merci. Merci, M. Zawa. Donc, beaucoup de courage. Voilà, rien n'est facile. Merci. Même rester à la maison, ce n'est pas facile. Donc, c'est Ouais. de toujours continuer et toujours se souvenir de pourquoi on est là-bas. Donc, c'est de protéger les travailleurs, voilà, protéger aussi les équipements de l'entreprise. C'est de cette manière-là que on peut arriver vraiment à marquer, voilà, l'environnement où on sera. Donc, beaucoup de courage à vous depuis maintenant. Un mot aussi à M. Kara, s'il est en ligne. Oui, et bonsoir, Monsieur Bado, et bonsoir à tous les participants. Voilà, bon, en tout cas, ici à Mana, tout se passe bien, tout se passe bien. Comme il a tout dit, hein, c'est déjà le début qui est un peu difficile, mais bon, au fur et à mesure qu'on avance, on s'adapte. Voilà, on s'adapte. Et bon, pour moi, c'est comme ce qu'il a dit, hein, le fait de faire chaque fois, en tout cas, et les permis de travail. Par exemple, bon, et tout récemment, j'ai des éléments qui sont là pour la réfection des chambres au niveau de la base vie. Donc, bon, et le département m'avait parlé de faire permis de travail. Voilà, j'ai eu à faire ça. Et également, j'ai fait des achats pour les travailleurs et aussi des procédures. Parce que j'ai à peu près 3 sites comme ça. Il y a d'autres qui sont dans la fosse, il y a d'autres qui sont là pour transporter pardon, du minerai, que ce soit, souvent c'est du stérile, souvent c'est du minerai. Donc, pour les chauffeurs ben, il faut souvent aussi des procédures. Voilà, je pense que tout est mis en place. Voilà, je ne fais que souvent interpeller 2 ou 3 personnes ou bien appeler 2 ou 3 personnes de venir participer à la formation. Bon, on se rappelle vraiment les consignes toujours. Voilà, et chaque matin, faire la minute de sécurité. Voilà, donc bon, je me dis en tout cas, le début c'était difficile, mais actuellement, en tout cas, on s'adapte. Voilà, on s'adapte. Et effectivement, j'allais dire, ce que nous avons vu encore en classe, voilà, ou en présentiel, en tout cas, il y a beaucoup qui ressortent. Et ça fait que, bon, en tout cas, à ce niveau-là, on n'a pas de difficultés. Et on avait aussi quand même quelques procédures
qui était sur déjà notre clé USB. Donc, souvent, de temps en temps, on jette coup d'œil aussi pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, merci pour votre accompagnement. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Donc, merci, M. Kara. Donc, M. Kara, merci. Alors, pour les deux autres dames, elles vont commencer en janvier aussi. Voilà, elles seront en Ouaga. Et les autres opportunités aussi arrivent. Donc, on va toujours les mettre à disposition donc, de tout le monde. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous dire merci. Voilà. Donc, le prochain rendez-vous, c'est pour le dimanche. Voilà, dimanche, que Dieu nous donne la santé pour voir le jour du dimanche. Sinon, pour ceux qui suivent en présentiel, toujours, c'est le samedi. Voilà, samedi et puis dimanche. Donc, merci pour votre présence. Bonne soirée et puis, bon, prenez soin de vous, hein, et de votre famille. Merci, merci. Merci à vous, pareil. Merci beaucoup, M. Bado, et bonne soirée aussi à vous également. Merci.